bienvenue dans ce bilan culturel du mois de mars 2024, mois qui est passé à une vitesse fulgurante. J'ai commencé le mois de mars en terminant All the Young Dudes, oui, la fanfiction. C'était la première fanfiction que je lisais de ma life, et franchement, j'ai adoré. En fait, j'ai adoré déjà le fait qu'il y ait des gens qui écrivent des milliers et des milliers et des milliers de mots tirés de si peu d'un univers littéraire existant. Je trouve ça incroyable, parce que du coup c'est sur les maraudeurs. Et surtout, ça m'a vraiment, je l'ai dévoré en 2 semaines, genre 15 000 pages, enfin, genre la liseuse quoi. Je l'ai dévoré en 2 semaines et j'ai vraiment eu ce sentiment d'avoir 13 ans et d'être en train de lire les Hunger Games. Et enfin, j'ai adoré ce sentiment vraiment de dévorer, d'être prise dans un univers et tout. Et je sais pas, franchement, j'ai trop aimé. C'était un peu ma petite fierté d'acheter une liseuse et que la première chose que je lise dessus, c'est soit une fanfiction. Mi-fierté, mi-honte, mais surtout fierté. Et non, franchement, j'ai vraiment passé de bons moments de lecture sur cette fiction. Donc c'était cool. Ensuite, j'ai vu Pink Floyd The Wall, le film. Donc après, j'ai écouté l'album tout seul sans le film. Le film, au début, je l'ai trouvé assez incroyable. J'ai trouvé que c'était vraiment un objet artistique fou entre l'image, la musique, comment est-ce que les deux ne matchent pas, enfin l'absurdité, enfin c'est un truc complètement barré, j'ai vraiment adoré. Et vers les 2 tiers, je pense, du film, il y a une scène de une espèce de concert exalté qui est en fait une forme de meeting nazi qui m'a beaucoup dérangée. Et en fait, à partir de là, j'ai décroché du film parce que vraiment cette scène m'a dérangée. Je me mais en fait, je comprends hein, le trauma de la guerre et tout que tu es en train de décrire dans ton film slash album, mais là, moi, je peux pas, enfin, c'est trop. Et du coup, ensuite, ça m'a perdu. Enfin, j'ai été un peu dégoûtée du reste du film. Et du coup, j'ai trouvé le temps long à la fin et tout, parce que ça m'a vraiment refroidi dans toute mon approche du film. Et j'ai trouvé ça dommage. Enfin, après, ça fait partie du film qu'il y a cette scène et tout. Mais du coup, ça me laisse un goût un peu tiède. Alors que j'avais vraiment adoré plonger dans cet univers visuel et musical. Et cette scène et le fait qu'ensuite ça ait entaché tout le reste de mon visionnage, ça a un peu. Ouais, ça me laisse un arrière-goût pas très agréable sur ce film. Euh, Dire également qu'au mois de mars, j'ai un peu plongé dans l'univers musical de David Bowie, euh, entièrement à cause de la fanfiction. Et c'est ce que j'ai trouvé fou aussi dans cette fanfiction, c'est que c'est tellement pointu à l'endroit de la musique et de comment est-ce que c'est référencé dans une période et dans un style musical. On parle beaucoup de David Bowie, mais tout est vraiment... Enfin, ça se voit que la personne qui l'a écrite, cette fanfiction, est vraiment passionnée de musique et je trouve que c'est fou comment est-ce que l'univers de la fanfiction passe aussi à travers les musiques qui sont citées et mises en jeu dedans. Et avec ce truc de pouvoir écouter l'univers de ce qu'on lit, je trouve ça vraiment trop chouette. Et donc c'est aussi pour ça que je me suis plongée dans la musique de David Bowie. Euh, j'ai écouté plusieurs de ses albums plutôt des années 70. Euh, et je trouve ça complètement fou. Alors j'invente rien en disant que David Bowie est incroyable, hein, mais vraiment, en fait, moi j'ai pas vraiment de culture musicale. Pas du tout en fait. Et j'ai pas de référence du coup de musiciens, musiciennes, chanteurs, chanteuses qui ont fait l'histoire. Et là, en plongeant dans cet univers, j'ai l'impression que tout un champ artistique s'ouvrait à moi. Et, et du coup, bah, je peux en parler maintenant, c'est pas dans l'ordre chronologique, mais du coup j'ai regardé Moon Age Dream, qui est le film de, comment il s'appelle, Brett Morgan, sur David Bowie, qui est sur Netflix, qui est sorti au cinéma en 2022, 20, 21, 22, 22. Et même chose, ça nous plonge un peu dans l'univers parce qu'il y a beaucoup de scènes de concerts de David Bowie et beaucoup d'extraits d'interviews. Et donc ça nous plonge, enfin moi qui découvrais l'artiste, ça m'a vraiment plongé dans son univers et dans qui il était comme artiste en tout cas. Même si je trouve qu'il y a plein de choses qui pour moi qui ne connais pas l'artiste, restent un peu en surface, sur notamment comment il a construit tous ses personnages dans chacun de ses albums au début de sa carrière et tout. Mais vraiment, ça m'a. Enfin, et c'est fou de me dire que c'est une fanfiction, un peu pour la blague quand même, qui m'a fait découvrir cet univers incroyable. Et je me dis, mais en fait, comment j'ai fait pour vivre. Enfin, j'exagère, mais c'est vraiment comment j'ai fait pour vivre sans David Bowie jusqu'ici dans ma vie. Enfin, je trouve ça vraiment incroyable comme musique. Donc, c'était une belle découverte. Et du coup, Pink Floyd, c'était un peu en lien avec David. Enfin, c'est pas les mêmes personnes, mais c'était un peu en lien avec David Bowie aussi que j'ai eu envie de regarder The Wall. Euh, donc, c'est voilà, un mois un peu de découverte aussi musicale, de grands classiques des années 70-80. Que je découvre aujourd'hui à mon grand âge. J'ai vu
également en mars We Are Coming, chronique d'une révolution féministe de Nina For, qui est en fait un film qui retrace, c'est en fait une forme de documentaire qui retrace le parcours de lutte de Nina For, la réalisatrice, et l'une de ses amies, et de deux femmes qui, en fait, comment est-ce qu'elles sont arrivées à la lutte féministe et quel a été leur parcours de lutte. Je trouve que c'est un récit plutôt chouette, c'est une belle aventure, j'ai passé un bon moment de cinéma. Et c'est en fait c'est un témoignage parmi tant d'autres de parcours de lutte qui a le mérite d'exister. Je crois pas que le film révolutionnera la lutte. Moi, à mon endroit, ça m'a rien révolutionné, mais je trouve ça cool et intéressant de voir comment des femmes qui en fait partaient de rien entre guillemets en termes de lutte, se sont elles à un moment donné de leur vie personnelle retrouvées confrontées à des enjeux, des problèmes, des questions qui les ont amenées à cette question de la lutte féministe. Et comment est-ce qu'elles ensuite elles se sont engouffrées là-dedans et ont continué de lutter. Donc ouais, c'est ça, c'est pas révolutionnaire. Ça va pas révolutionner la révolution, ça va pas révolutionner la lutte, mais je trouve ça chouette parce que c'est joyeux comme film, enfin, c'est vraiment une belle aventure et ça mérite, comme je le disais, d'exister. Donc ça, c'était plutôt un chouette moment de cinéma en tout cas. J'ai vu Bye Bye Tibériade de Lina Swalem. J'ai été complètement bouleversée par ce film que j'ai trouvé merveilleux, d'une grande beauté, déjà visuelle, mais aussi dans tout ce que ça raconte. C'est même chose, un documentaire de Lina Swalem qui retrace la vie des femmes qui l'ont précédée, des femmes de sa famille, de ces femmes palestiniennes. Ça puise dans la question du déracinement, bien entendu. C'est hyper intense parce qu'elle filme sa mère, sa grand-mère, et il y a beaucoup d'images d'archives, entre guillemets, de ses archives personnelles familiales d'elle enfant, donc de sa mère et de sa grand-mère et même de son arrière-grand-mère pendant un temps plus jeune, et elle s'intéresse à l'histoire de ces femmes, à l'histoire de ces femmes dont elle hérite en tant que première en plus, je crois, fille de cette famille. Elle a grandi en France, parce que sa mère a décidé de venir en France quand elle avait 20 ans, je crois, de quitter la Palestine. Et c'est vraiment poignant comme histoire, et c'est triste, et j'ai beaucoup pleuré évidemment, mais je trouve que c'est poignant parce que c'est d'une grande justesse, et surtout c'est joyeux. En fait, je trouve ça fou que ces femmes, y a aucune violence, il n'y a aucune haine, il n'y a aucun sentiment négatif. Enfin, c'est des histoires personnelles, intimes, absolument dramatiques, qui reflètent une histoire plus large, absolument dramatique, qui est celle de la Palestine, évidemment. Et pourtant, il n'y a aucune haine, c'est-à-dire qu'elle raconte comment leur terre, leur territoire, leur pays, là où elles vivent, ou là où elles sont nées, là où elles ont toujours vécu, leur ont été volés, arrachés, mais presque comme si c'était anodin, et sans haine, sans violence, et c'est ça que j'ai trouvé, je crois, le plus intense et le plus fort. Je me disais, mais en fait, moi je suis tellement en colère, genre dans la vie, et elles sont... Après, c'est aussi parce que forcément, t'as pas toujours la place pour la colère quand en fait t'es juste là pour survivre dans un premier temps, mais je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment bouleversant, et globalement c'est un objet cinématographique absolument incroyable, et vraiment j'encourage quiconque se sent d'aller le voir, de le voir, parce que c'est vraiment un très très beau film qui questionne plein de choses assez merveilleuses sur l'héritage, sur comment est-ce qu'on hérite de son histoire, de l'histoire de celles et ceux qui ont vécu avant nous, comment est-ce qu'on hérite et comment est-ce qu'on guérit des histoires douloureuses qui nous arrivent, qu'on n'a pas vécu, mais qu'on sait avoir existé dans nos génétiques, quoi. Et ouais, c'est vraiment... Enfin, c'est trop bien que ce film existe. Je trouve ça absolument merveilleux comme film. C'était vraiment très très beau à aller voir, absolument. J'ai lu ensuite, rien à voir, La Lune et moi, haïku d'aujourd'hui. Cette année, j'ai dit que je voulais lire un peu plus de poésie, donc j'ai une copine qui m'a offert ce livre. Ce sont des haïkus, comme vous aurez haïku ou haïku, le deviner, donc des poèmes très très courts, et je trouve ça scotchant.
comment est-ce que, en 3 lignes, les auteurs et autrices peuvent dire autant de choses. Voilà, ça m'a vraiment donné envie d'en lire plus. D'haïku, mais aussi de poésie en général. Parce que, je sais pas, je trouve que c'est assez... En fait, ça n'a l'air de rien, et pourtant c'est tellement, mais tellement dur. Genre, 3 lignes de dire autant de choses. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, c'était une très bonne lecture. Et puis en plus, ça se lit facilement, du coup, c'est toujours agréable d'avoir des choses que tu peux... Enfin, un livre que tu peux prendre, reprendre, dont tu peux perdre le fil, puisque bah, c'est des petits poèmes, quoi. Donc c'était plutôt cool. Ensuite, j'ai vu Chronique de Téhéran. Euh, J'en attendais beaucoup de ce film et j'ai été un peu déçue. En fait, j'ai pas du tout accroché à ce format justement de chronique. C'est vraiment des scénettes de peut-être 7 minutes avec un plan fixe, une personne face caméra, une voix off et une situation. Ok, pourquoi pas. Du coup, c'est des situations qui sont politiquement engagées, qui dénoncent des choses, qui dépeignent une réalité hyper violente, problématique, etc. Qu'est celle de Téhéran, d'accord. Mais en fait, j'ai pas du tout accroché à ce format chronique, ça m'a vite saoulée. Donc de fait, j'ai pas accroché au film et moi, du coup, j'ai perdu le fond, le propos, parce que la forme ne m'a pas plu. Donc j'avoue que j'ai été un peu déçue sur ce coup-là, parce que j'en attendais beaucoup de ce film. Ensuite, j'ai revu Nas, qui est un spectacle de danse contemporaine de Fouad Boussouf, que j'avais déjà vu, et je crois que de le revoir, ça m'a un peu réconcilié, entre guillemets, avec la pièce. Euh, c'est une pièce avec 7, je crois, hommes au plateau. Et quand je l'avais vu la dernière fois, ce que j'en avais gardé, c'est ce truc un peu trop testostérone, un peu trop d'hommes qui sont là dans leur masculinité, dans leur virilité, à crier, à danser fort. C'est bon, ça m'avait un peu saoulé. J'étais un peu en mode. D'accord. Alors après, c'est de la très belle danse. Enfin, je veux dire, les interprètes sont vraiment très très bons. L'écriture, elle est incroyable. La musique est folle. Et l'écriture de plateau, l'écriture des corps est vraiment très très juste. Mais moi, j'avais gardé ce truc de masculinité, de violence, de ça crie, de eh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Calme ta testostérone, remets ton t-shirt, j'ai pas envie de te voir torse nu, c'est bon. Et là, ça m'a un peu réconciliée, j'ai eu un rapport plus doux à cette représentation que j'ai reçue avec plus, ouais, je pense, de douceur. Je sais pas si c'est parce que ce soir-là, eux, ils étaient aussi dans une autre énergie. En tout cas, je l'ai reçu moins testostérone, mais plus dans quelque chose de l'ordre de la fraternité, et c'est peut-être aussi du fait du contexte politique, etc. Mais je l'ai ressenti vraiment comme ouais, quelque chose de l'ordre de la fraternité entre ces 7 hommes et moins quelque chose de l'ordre du concours de testostérone. Ce qui m'a un peu réconciliée parce que du coup je l'ai trouvé très beau, assez émouvant en fait ce spectacle ce soir-là. Et je l'ai regardé en audio description, enfin regardé. L'audio description c'est un dispositif dans le spectacle vivant qui permet aux personnes aveugles et ou malvoyantes, non on peut pas être les deux, aveugles ou malvoyantes, de vivre des spectacles. Donc il y a plusieurs dispositifs, soit il n'y a qu'un casque avec le son, et il y a certains théâtres qui sont équipés même de gilets, où tu peux ressentir les vibrations de la musique, etc. Là il n'y avait que le casque. Et en fait c'est une dame en l'occurrence, qui est là en live et qui décrit ce qu'elle voit au plateau. Donc évidemment elle a déjà vu la pièce, elle a préparé son intervention, elle assiste aux répétitions, etc. Elle parle avant avec les danseurs et au fur et à mesure que le spectacle se déroule, elle décrit tout ce qui se passe au plateau. J'ai trouvé l'exercice absolument incroyable, c'est-à-dire que ça doit être tellement difficile. Et en fait, moi j'ai voulu faire cette expérience parce que ça m'intéressait de le vivre et de l'entendre, parce que c'est bien de. Enfin, c'est bien que ça existe et tout, mais enfin, voilà, moi je suis à un endroit aussi professionnel où je me suis dit que c'était chouette de pouvoir faire l'expérience de cela. Donc j'ai eu l'occasion de le faire, donc je l'ai fait. Et, et c'est très drôle, enfin c'est très drôle, c'est pas du tout drôle. Après j'ai pas joué le jeu jusqu'au bout parce que j'avais aussi envie de voir le spectacle, donc j'ai pas fermé les yeux. J'ai regardé et j'avais en plus du coup le son en plus de ce que je voyais. Donc j'ai pu comparer elle, comment elle réfléchissait et comment elle avançait dans le spectacle au fur et à mesure que les choses se passaient, parce que parfois il y avait des décalages, parfois elle était assez juste. Et c'est très, ouais c'est curieux comme expérience. Il y a un truc vraiment, elle décrit physiquement les interprètes, donc c'est un peu marrant d'entendre un tel de grande taille, fin, un tel petit, chauve, machin, enfin c'est assez drôle. Et puis comment elle décrit les spectacles, enfin les mouvements, les gestes, les déplacements au plateau, enfin on sait que dans un spectacle de danse il se passe plein de choses en même temps, donc de fait elle peut pas dire tout ce qui se passe en même temps, et le temps qu'elle dise ce qui se passe à gauche, bah en fait ce qui se passe à droite c'est déjà terminé, et du coup on a raté entre guillemets cette chose là. Mais moi ça m'intrigue vraiment de me dire que, enfin j'aimerais vraiment savoir comment vivent les spectacles, les personnes aveugles, parce que
Enfin, c'est fou. Enfin, je sais pas, je trouve ça fou. Le spectacle vivant, c'est quelque chose que tu vis, que tu sens et que tu vois quand même beaucoup aussi. Donc je trouve ça assez incroyable comme dispositif. Et ouais, je pense que la prochaine fois, j'essaierai de jouer le jeu et de ne pas regarder ce qui se passe pour vraiment ne vivre le spectacle qu'à travers le, la description qu'en fait l'audio-descriptrice. Euh, j'ai vu Pink Machine, qui est un spectacle de la compagnie 1% artistique, qui est un espèce de cabaret de drag queen qui questionne, s'interroge sur la féminité à travers les idoles de la pop culture. Bon, je me suis pas ennuyée, mais c'était. En fait, je crois que je m'en souviendrai pas à la fin de la saison. Je crois que je suis restée assez indifférente à ce spectacle. Euh, je sais pas si je me souviendrai que je l'ai vu. Et ouais, j'en garde pas grand chose. Voilà, super. Ouais, je sais pas, c'est pas un gros highlight. C'était pas mauvais parce que les interprètes étaient vraiment bien dans leur rôle et tout. Mais je sais pas où est-ce que ça rencontre. En fait, ça reste assez en surface. Ça ne m'a pas transcendé. J'ai lu. Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin, qui est un essai de grammaire d'Eliane Viennot, qui est une femme que j'avais vue en conférence en janvier et j'avais acheté son livre à cette occasion. Donc en fait le livre reprend un peu tout ce qu'elle nous avait dit en conférence, donc c'est assez intéressant d'avoir un objet sur lequel revenir pour réétayer son propos. Franchement c'est hyper intéressant, moi j'avais été assez fascinée par sa conférence et l'idée de que le masculin ne l'emporte pas sur le féminin, qu'il ne s'agit pas de féminiser la langue française mais de la démasculiniser, et que la langue française contient en elle tous les outils pour être une langue égalitaire. C'était en gros les lignes principales de son propos qu'on retrouve là-dedans. J'ai trouvé ça super. Après, moi en fait, je crois que j'ai un problème avec l'histoire, et ça rejoint un autre essai que j'ai lu, dont je vais parler dans un instant. En fait, je crois que c'est pas que j'ai un problème avec l'histoire, mais c'est très historique parce que c'est vraiment une histoire de la langue française quand même là-dedans. Et en fait, les dates, les noms, les citations, des dates qui s'enchaînent avec des gens et des trucs. J'ai un peu de mal à suivre, à garder le fil quand il y a trop de dates parce que j'arrive plus à me situer dans le temps. Et est-ce qu'on parle du 13e, puis en fait après on parle du 17e siècle, et puis après. Enfin, voilà. Donc il y a toute une partie quand même, surtout au début, où j'étais un peu. C'était un peu lourd pour moi parce que j'avais. Enfin, je m'y repérais pas trop. Je m'y retrouvais pas trop. Mais ça se fluidifie, je trouve, au fil de la lecture. Et surtout, j'aime beaucoup son ton. Elle est un peu cynique, mais un cynique drôle dans la façon de parler, enfin dans son ton. Donc voilà, c'était quand même une bonne lecture, j'ai beaucoup apprécié. Et surtout, c'est un bon outil à avoir en tête, en main, et sur lequel revenir pour vraiment, ouais, je disais, argumenter. Enfin, c'est quand même plein d'arguments. Donc c'est assez précieux comme outil. Et j'ai lu La conscience berbère, que j'avais. Je suis dessus depuis à peu près un an. La Berbérie avant l'occupation romaine, qui est un essai historique. Et même chose, c'était d'une complexité. En fait, j'ai vraiment essayé de le lire assidûment sur bien la moitié. Et au bout d'un moment, j'ai un peu, pas lâché l'affaire, mais franchement, je pense que les 30 dernières pages, je les ai survolées. En fait, c'était compliqué parce que trop de noms et trop de dates. Et que je peux pas suivre, c'est trop compliqué. En plus, qui se situe dans une histoire dont j'ai. Alors, c'est pas vrai, j'en ai pas jamais entendu parler parce qu'il y a quand même. C'est beaucoup en lien avec l'histoire gréco-romaine. Et ça, j'ai trouvé ça assez fascinant de voir comment est-ce que l'histoire de la Berbérie en fait est indissociable de celle de l'histoire gréco-romaine. Et donc, qui dit histoire gréco-romaine antique revient aussi aux questions de mythes, etc. Et ça, je trouvais ça assez passionnant. Mais c'est juste qu'en fait, il y a beaucoup de parties où on parle de noms, de gens, de trucs, de machin. Et en fait, parfois, je perdais des pages entières où je perdais complètement le fil de ce qu'il était en train de raconter. Parce qu'en fait, quand il redonnait les noms des protagonistes de son récit, bah en fait, je savais plus qui était de quel côté, qui se battait aux côtés de qui et tout. Et du coup, je perdais complètement le fil. Donc ça a été un peu laborieux et un peu douloureux comme lecture, mais je suis contente d'y être venue à peu près, parce que j'ai un peu triché, à bout. Et c'était intéressant, mais ouais, il faudrait que je le relise et juste que j'apprenne à retenir des dates, quoi. Ensuite, j'ai vu un spectacle concert qui s'appelle Fucking Eternity de Johan Ibert,
Joan Hibert est un artiste un peu pluridisciplinaire, marionnettiste notamment, euh, que j'ai découvert en 2000 sur la saison 21-22. En fait, j'entendais beaucoup parler de ce monsieur, de cet artiste, donc j'étais allée voir son travail, j'avais détesté. Et là, quand j'ai vu que j'avais l'occasion de le revoir, je me suis dit, bah, moi je suis là pour donner des chances aux gens, redonner des chances aux artistes, donc j'y suis allée. J'y suis allée avec une collègue qui a détesté. Et moi, ça m'est complètement passé au travers, à côté, en haut, en bas, tout ce que tu veux, mais certainement pas dans mon cerveau. Euh, j'ai trouvé ça long, j'ai trouvé ça laborieux et assez inintéressant en fait, et c'est horrible. Après, les gens qui étaient au plateau portent ça très bien. Le protagoniste, je crois que c'est Joan Hibert lui-même. Moi, je l'ai trouvé très bon. Il y a trois musiciens, enfin, deux musiciens et une musicienne au plateau que j'ai trouvé vraiment excellente. Ça, c'est pas un problème. En revanche, sur ce que ça nous dit, c'est long, mais c'est long. Franchement, c'était ouais, laborieux. Laborieux, c'est le mot. Et surtout, même chose, en fait, je ne m'en souviendrai pas dans 3 semaines. Alors, peut-être pas 3 semaines, j'exagère, mais à la fin de la saison, quand je vais rebalayer tous les spectacles que j'ai vus, si je ne retrouve pas la feuille de salle collée dans mon carnet, je ne me rappellerai pas que je l'ai vu, quoi. Et c'était loin et tout. Enfin, c'était. Non, franchement, j'aurais préféré être sous ma couette ce soir-là, vraiment. Un rendez-vous raté. Un rendez-vous raté avec Joan Hibert. Peut-être que voilà, j'aurai d'autres occasions de revoir son travail et de trouver des choses vraiment chouettes, mais là pour l'instant, c'est un 0/2. Et j'ai terminé le mois de mars avec Extra Life, qui est un spectacle de Gisèle Vienne, euh, que je suis en toute franchise allée voir essentiellement pour Adèle Haenel, qui joue dans ce spectacle. C'est un spectacle avec une comédienne, un comédien et une danseuse. Ils sont trois au plateau. Ça traite d'un sujet très très lourd, très très grave, qui est celui de l'inceste. Et il y a de la voix, il y a du corps, et il y a un dispositif scénique assez lourd et assez qui envoie quoi. Euh, Moi j'y allais un peu convaincue d'avance en me disant de toute façon il y a des Haenel, donc dans tous les cas ça va être merveilleux. Bon, malheureusement, Adèle Haenel n'a pas suffi, et ça me brise le cœur de le dire. En fait, j'ai trouvé long, j'ai l'impression de me répéter, mais je l'ai trouvé, ça dure quasiment 2 heures, 1h45, 2 heures, je sais plus. Pour moi, ça aurait pu faire 1 heure et ça aurait été très bien comme spectacle, parce que là, en fait, Gisèle Vienne, elle tire, elle tire, elle tire, elle tire, elle tire des fils, et vraiment, à un moment, c'est bon, là, le fil, il se casse, là, on n'en peut plus. En fait, il y a des choses très bien. Il y a des jeux en fait de lumière, de laser, de fumée qui sont assez incroyables et qui fonctionnent très bien, mais ça fonctionne bien une fois. Une deuxième fois, t'as de belles images, et une troisième fois, on en a marre, on a compris, c'est bon. Même chose, il y a des scènes de slow motion qui sont assez incroyables, et les interprètes sont incroyables. Et techniquement, dans les corps, vraiment, c'est d'une grande justesse. C'est vraiment d'une très très grande justesse, parce que tous les déplacements, quand ils sont faits au ralenti et tout, c'est hyper juste. Là-dessus, il n'y a rien à redire. En revanche, tout est beaucoup trop long. Il y a des scènes qui vont être super intéressantes, et en fait, t'es en mode, ouah, t'es scotché, et puis 1 minute passe, puis deux, puis trois, et en fait, 10 minutes plus tard, il est toujours en train de se passer la même chose, et t'as perdu le fil 2 fois. Et en fait, c'est dommage, enfin dommage, je sais pas pour qui je me prends, mais je me dis vraiment qu'en fait, si le truc avait été plus resserré dans le temps, après c'est aussi un choix, hein, mais si ça avait été plus resserré dans le temps, bah, je pense que j'aurais pu le trouver super, parce que vraiment il y a des dispositifs scéniques, en fait c'est presque, enfin, c'est complètement cinématographique, c'est vraiment des belles images, avec des jeux, je disais, de fumée, de laser, de lumière, il y a une voiture au plateau avec des jeux de lumière, de fumée qui sortent, de la fumée lourde qui est au plateau, qui circule, les interprètes qui se fondent dans la fumée, qui sortent, Vraiment, il y a des choses très belles, c'est très cinématographique, c'est très visuel, mais ça ne suffit pas pour moi à tenir un spectacle vivant d'1h45. Et il y a évidemment beaucoup de textes, parce que c'est essentiellement du théâtre, enfin c'est pas du théâtre, mais il y a beaucoup de textes, et j'ai trouvé que c'était très mal sonorisé, et, qu'on n'entendait pas bien. Alors je sais pas si c'était volontaire ou pas, mais en fait on n'entendait pas bien, moi j'étais... Enfin, c'était tout étouffé comme son, pas très articulé, et en fait moi j'entendais un peu en doublon, parce que j'étais pas loin, donc et les interprètes en vrai au plateau, et le son du micro, et je crois pas que ce soit les interprètes qui articulaient pas mal, enfin c'est leur métier quand même. Donc vraiment là-dessus j'ai pas trop compris, et peut-être que c'est volontaire de garder une espèce de mystère, de flou sur ce qui se raconte, mais je trouve que sur une thématique et sur un sujet aussi fort, aussi important, en fait on le perd complètement de vue, et c'est un peu dommage, parce que c'est des sujets dont il faut prendre soin,
Et en soi, la pièce pour moi avait tous les outils pour faire quelque chose d'incroyable avec ces sujets et n'a pas rendu crédit à à cette thématique qui a été choisie. Et je trouve ça un peu dommage parce qu'en fait, qu'on perde le sujet de vue dans n'importe quel spectacle, c'est une chose, mais quand on s'attaque à ce genre de sujet, je trouve ça un peu euh, pas cool. Enfin, je vais pas dire irrespectueux, mais vraiment pas cool. Donc voilà, c'est la petite déception extra life parce que c'est un spectacle que j'attendais depuis le début de la saison euh, pour Adèle Haenel encore une fois. Après, ce que je retiens quand même de la soirée, c'est qu'à la fin, au moment du salut, les trois interprètes sont au plateau et la compagnie a écrit un texte euh, qui est lu par Adèle Haenel pour demander un cessez-le-feu à Gaza et la libération de la Palestine. Donc j'ai entendu Adèle Haenel demander la libération de la Palestine et ça, juste pour ça, la soirée n'était pas gâchée. Mais ouais, déçue de ce spectacle. Et c'est avec cette petite déception que s'est terminé le mois de mars.